bienvenue, et puis merci d'être venus quand même relativement nombreux. Et je crois comprendre qu'il y en a de la Manche, il y en a de l'Eure. Non, la Manche, c'est pas sûr, je crois. Oui, il y en a de l'Eure, du 76, et du Calvados, c'est déjà beaucoup. Alors on a lancé avec Christine ce petit comité de soutien pour François Asselineau. L'objectif, bon, c'est rien de très formel. C'est simplement pour que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice pour essayer de faire gagner François Asselineau. Alors je sais, c'est pas facile. Mais on a encore 14 jours, je crois. Hein. Alors, d'abord, on s'est rendu compte, parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas, mais qui, par l'intermédiaire de Facebook ou Twitter, retweetent sans cesse. Alors ça, il faudrait que chaque jour, on voit de l'UPR sur Facebook et Twitter. Parce que ça, c'est important, ça marche. Et vous remarquerez que dans la plupart des cas, les commentaires qui sont faits ne sont pas insolents, comme on a pour les autres. Alors, donc c'est plutôt bien vu. Profitons-en. Hein. Donc c'est surtout ça l'objectif, hein, c'est de relayer un petit peu, tous ensemble, pour qu'on puisse essayer de faire monter la mayonnaise. Hein, c'est surtout ça qui compte. Voilà, alors donc, on vous a passé tout à l'heure un petit intermède du 25 mars, hein, où il y avait vraiment de l'ambiance pour ceux qui y étaient, ils n'ont pu s'en rendre compte. Mais on essaie de refaire vivre, mais on est moins nombreux, on n'est pas 6500, hein, comme on était l'autre fois. Et puis, il y a des interventions qui viennent très bonnes. Je pense notamment au petit Cédric Robert, qui est un collègue maire dans le centre de la France, je ne sais où, et qui a fait une très... Pardon ? Frédéric, oui, qui a fait une très belle intervention, je trouve. En tant que maire, il a fait une très belle intervention. Vous avez donc Christine Adot, qui est adjointe à la mairie de Lisieux, hein, qui va vous dire un petit mot tout à l'heure. Et puis si vous avez un petit mot à dire, eh bien n'hésitez surtout pas. C'est le moment, c'est convivial, on est en famille. Hein, on commence à devenir une grande famille, puisqu'on est maintenant, je crois, 23 600... Vous avez du mal, le millier a du mal à aller jusqu'à maintenant. Ouais, mais... c'est ça. C'est déjà pas mal, hein, tu vois bien comment ça a fait, hein, on n'était pas si nombreux au départ, et puis ça commence à bien monter. Voilà, donc je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, parce qu'on n'est pas là pour faire des discours, hein, c'est simplement, le but c'est de se motiver, donner un petit peu l'ambiance pour que tout le monde puisse, soit par la distribution de tracts, de papier, enfin, parler d'Asselineau au maximum, bien souvent, hein, c'est bien vu, c'est bien perçu. 23 746, vous voyez, hein, c'est quand même, ça progresse tout le temps. On était à 23 000. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Christine qui va vous dire un petit mot. Ensuite, Dominique va vous passer, je lui ai demandé, mais bon, je dis ça, vous l'avez peut-être vu, je voudrais qu'il repasse un petit peu l'intervention, ça dure pas très longtemps, ça dure 16 ou 18 minutes je crois, l'intervention que François Asselineau a fait auprès des maires de France, devant les maires de France. Je trouve qu'elle était très très complète et qu'elle était très intéressante de cette interview. Hein, et puis après, on reprendra, on essaiera de parler un petit peu, essayer de trouver à partager des arguments, hein, si jamais vous rencontrez des gens qui vous reprochent, oui, la sortie de l'euro, comme j'ai entendu hier dans le débat, dans le meeting de François Fillon, Luc Châtel, qui s'est époumoné à dire que c'était la ruine de tout le monde. Attendez, c'est entièrement faux, et ça, il faut le dire, il faut le marteler. Hein. Moi, j'ai un petit argument que j'ai repris dans les trucs, dans les vidéos de François Asselineau. Si vous devez 1000 €, hein, vous prenez l'exemple, c'est assez simple, si vous devez 1000 € au moment du passage du Frexit, François Asselineau a dit qu'on faisait 1 euro, 1 franc, ce qui est assez logique. Bon, là jusqu'ici, au moment où on fait ce changement, les 1000 € deviennent 1000 francs. Donc il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de... Hein, c'est 1000 francs. Dans les semaines qui vont suivre, parce qu'il ne faut pas oublier que l'euro, le franc est surévalué d'à peu près 6%, c'est entre 6 et 10%, et le Deutsche Mark est sous-évalué de 15%. Ce qui fait que l'Allemagne est devenue très attractive, et puis nous, ben, forcément, on l'est beaucoup moins. Donc dans les semaines qui vont suivre le Frexit, lorsque la monnaie aura été changée, que le franc sera mis en place,
dans les années, dans les mois, des semaines qui vont suivre, on va se retrouver avec une petite chute du franc. Mais pour nous, ça ne change rien, puisque c'est la monnaie locale de notre pays qui comptera. Bon, on ne parlera plus qu'en francs. Hein, vous vous rendrez compte de la différence lorsque vous faites le rapport avec les euros. Là, forcément. Eh bien, si dans les semaines qui suivent, oui, il y a une petite chute de 6%, si vous avez vos dettes de 1000 euros, eh bien, ça deviendra 1000 francs à rembourser, et vous continuerez à rembourser comme vous faites avec vos 1000 euros. Sauf que, au bout du compte, vous vous rendrez compte que vous allez rembourser 1000 euros moins 6%, à peu près, 6 ou 10%, si vous comparez à l'euro. Donc vous rembourserez un peu moins. Mais ça ne se verra pas puisque vous rembourserez en francs. Hein? C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Je passe la parole à Christine qui va vous dire un petit mot de bienvenue et puis on va continuer la soirée comme ça. Merci Gérard. Bien, écoutez, pour moi c'est toujours un plaisir de voir la bonne compagnie, en tout cas, de François Asselineau, parce que c'est cela. Je crois que le problème dans notre pays, c'est que lorsque vous avez un discours qui ne colle pas à la pensée unique, vous êtes un citoyen de seconde zone, et je vous dis ça parce que je l'ai vécu pour avoir appartenu à quelques partis politiques précédemment, et notamment le RPR, où pour avoir fait campagne contre le traité de Maastricht, eh bien, si le résultat avait été différent de celui qu'il a été, si par exemple il y avait eu 30% de non au lieu de 49%, eh bien nous étions tous exclus du RPR pour avoir osé, c'est-à-dire transgresser la ligne directrice du RPR. Bien que le RPR, et je le disais à quelques-uns de nos amis tout de suite, Jacques Chirac avait dit à l'issue du scrutin que 90% des RPR avaient voté contre, 5% parce qu'ils étaient convaincus par l'Union européenne et 5% pour lui faire plaisir. Donc c'est pour vous dire effectivement, je dirais, le mot m'échappe, pour vous expliquer comment dans ce pays, en fait, on est très nombreux à vouloir notre indépendance parce que nous sommes français. Franc, comme le dit François Asselineau, ça veut dire libre. Et je me souviens très bien que lorsqu'en 2002, enfin c'était même pas en 2002, c'était peut-être en 99, quand effectivement la monnaie est devenue l'euro, c'est un des économistes de l'école de Chicago qui avait dit « Moi je ne comprends pas qu'un pays qui a une monnaie qui s'appelle le franc puisse l'abandonner ». Vous voyez, donc c'est malgré tout, malgré l'ultralibéralisme, cette personne-là avait été bien intentionné pour le dire. Alors donc, moi ça me fait toujours plaisir de rencontrer tout un tas de gens, et surtout des jeunes. Je vais vous dire une chose, le 25 mars, j'ai été bluffée, parce que je n'ai vu que des jeunes, et des hommes jeunes, en plus. Et ça m'a interpellée, parce qu'effectivement, pour avoir appartenu à des partis politiques beaucoup plus installés, c'était quand même une population, un éventail d'âge beaucoup plus âgé et beaucoup plus conventionnel. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait et qu'effectivement, la jeunesse avait dû comprendre, parce que nous, les vieux barbons, enfin, je veux pas... Je le dis volontairement parce qu'avec Gérard, ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc on a milité dans les mêmes instances. Et donc, eh bien, on était un peu installés, voilà, on dit, alors on a nos propres convictions, mais malgré tout, on sait très bien que quand on est installé dans un système, eh ben, on a du mal à en sortir. Et quand j'ai vu justement toute cette population jeune, je me suis dit, il y a un espoir. Et je pense que cet espoir, nous allons le découvrir le soir du 23 avril. Alors, je ne sais pas si ce sera, je dirais, l'apothéose, si François Asselineau sera élu président, je l'espère, comme vous tous. Maintenant, s'il ne l'était pas, je pense que nous ne sommes pas les 0% que la presse aujourd'hui, ou les sondages qui appartiennent au CAC 40 ou aux grands groupes financiers veulent bien nous donner, parce qu'effectivement, quand on regarde Cheminade, à la limite, il a plus que nous, Jean Lassalle également. Non, c'est pas crédible tout ça. Non, mais c'est pas crédible, bien entendu, mais... Je le sais. Bah
tout le monde le sait, nous le savons. Nous le savons. Maintenant, nous ne sommes pas seuls, malheureusement. Si nous étions seuls, on ferait à nous seuls l'élection, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et on sait que malheureusement les sondages eh bien, sont quand même toujours là. D'ailleurs, je vous renverrai à une petite vidéo que j'ai retrouvée il y a quelques 8 jours, 5-6 jours, de Philippe de Villiers, qui disait effectivement les sondages, si on ne les achète pas, eh bien, on n'existe pas. Et donc, lorsqu'il s'était présenté aux élections européennes, il y a, je ne sais plus en quelle année, il avait effectivement, il ne décollait pas dans les sondages, il était toujours à 3-4%. Et puis, il avait quand même un homme excessivement riche avec lui, Goldschmidt, et il lui a dit, écoute, je crois que malheureusement, la seule chose qui peut faire changer les sondages aujourd'hui, c'est qu'on achète les sondages. Donc, ils ont acheté une partie des sondages chez TF1, je ne sais plus quel... et ils ont décollé tout de suite, ils sont arrivés à 13, 14, 15%, etc. Voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, cette pensée unique, elle n'est pas que dans la pensée, elle est dans toutes les actions que nous vivons, que nous faisons, même dans notre vie quotidienne. Alors, pour être, comme Gérard, je dirais, dans les instances de la vie politique en France, c'est-à-dire la proximité, quand on est élu, vous savez, moi, quand j'étais petite, en 68, j'entendais les gens qui disaient élection piège à con. Je m'en doutais, pour l'avoir vu précédemment, mais depuis que je suis élue, je peux le dire véritablement, élection piège à con. Parce que même quand on est élu, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire dans la proximité, notamment, je pense que la strate municipale est celle qui est la plus intéressante en définitive, parce que c'est celle qui peut s'occuper je dirais, des concitoyens. Ce sont eux qui sont importants. Nous sommes élus pour les concitoyens. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes élus pour faire plaisir au CAC 40, pour faire plaisir à Bruxelles, pour faire plaisir à tous ces gens-là qui n'en ont rien à faire, je dirais, de monsieur, madame Dupont, Durand, etc. Donc voilà, moi je suis très contente qu'on se réunisse ce soir. D'abord, ça me permet de connaître certains de nos amis de l'autre côté de l'eau. Je dis ça à dessein. Non, mais je vais vous dire pourquoi je le dis. Parce qu'il y a quelques années, il y avait une réunion, une sorte de conférence-débat avec Nicole Hamelin, que connaît bien Gérard. C'était sur l'Europe. Alors il y avait je ne sais plus qui, pas un commissaire, mais enfin un technocrate, un eurocrate de Bruxelles qui était venu faire sa petite conférence, et puis elle était là. Et puis elle nous avait vanté tous les avantages qu'il y avait à intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Alors, bien entendu, tout le monde l'avait écouté avec dévotion, etc. Et puis, à la fin de l'exposé, les questions-réponses, et le maire de Pont-Audemer lève le doigt en disant « Madame la ministre, j'aimerais bien vous poser une question. Quid de la réunification de la Normandie ?» Alors, la stupeur, elle se lève, et pour celles et ceux qui connaissent Nicole Hamelin, elle a toujours des grands gestes, et elle dit « Les gens de l'autre côté de l'eau, mais vous n'y pensez pas. » C'est-à-dire qu'en fait, elle venait nous vanter tous les avantages et tous les bienfaits de cette unification avec la Turquie, mais alors par contre, les gens de Pont-Audemer, ou de Rouen, ou d'ailleurs, de Fécamp, ah non, surtout pas, vous n'y pensez pas. Voilà. Donc, pour vous dire que nous sommes dans cette situation-là, et je remercie encore, et on ne remerciera jamais assez, François Asselineau d'avoir éveillé les consciences, parce que c'est ça le problème. On est dans cette espèce de couloir, je ne dirais pas irréversible, parce que justement, ce sont des termes qui sont dans le traité de Maastricht. Or, la seule irréversibilité, c'est la mort. Et heureusement, je ne sais plus qui avait demandé lors du traité constitutionnel européen, qui est devenu depuis le traité de Lisbonne, qu'il y ait la petite partie, le petit article 50, qui permette à un État de pouvoir sortir de cette dictature. Enfin, c'était déjà le Royaume-Uni. Après cette demande en fonction de la... D'accord. Voilà. Je ne me souvenais plus quel était l'État qui avait... Je crois qu'en droit international, c'est obligatoire d'avoir une clause de sortie. Normalement, dans tout traité international. Oui, mais enfin, le traité de Maastricht, non. Non, le traité de Maastricht, c'était vraiment
c'était c'était bloqué. Nous étions dans l'irréversibilité totale. C'est-à-dire quand François Asselineau a créé l'UPR, il n'existait pas cet article 50. Non, non, du tout. Le but recherché quand il a créé l'UPR, c'était on va demander à sortir parce que de toute façon, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment besoin d'un traité de sortie. De toute façon, si un État disait on peut en sortir, on ne pouvait pas nous en empêcher. Et ce qu'ont demandé les Anglais au moment du traité de Lisbonne, c'est cette clause de la Charte des droits de l'homme, il faut l'intégrer dans le traité. Mais ça ne nous aurait pas empêché de toute façon d'en sortir. Si on avait voulu en sortir, l'article 50 nous rend les choses beaucoup plus faciles. Mais l'absence de l'article 50 ne nous en aurait pas empêché. Encore faut-il pas réculer. Mais voilà. Ça, c'est notre affaire. Absolument. Mais je crois qu'effectivement, cet éveil de conscience, c'est grâce à lui. Parce que nous avons tout cet éventail de candidats, de partis politiques, depuis le Front National jusqu'au Front de Gauche, qui effectivement souhaitent modifier cette fameuse Union européenne. Et je dis toujours Union européenne, parce que l'Europe c'est un continent, hein, c'est une entité géographique, on ne peut pas en sortir, à moins, comme on le disait ce matin avec Gérard et puis Louis, de faire une tranchée, de couper depuis le Rhin jusqu'à la Méditerranée. Et donc voilà ce que je voulais dire, que nous sommes en tout cas nous très heureux que vous soyez là pour le lancement de ce comité de soutien qui effectivement était peut-être réuni un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, et vous êtes là, et c'est l'essentiel, parce que nous allons nous réjouir du résultat la semaine, dans 15 jours. Voilà. 14 jours, 13 jours, en tout cas, une semaine et demie qui sera... Voilà. On va continuer. Si ça, il y a des personnes qui veulent... Oui, des personnes qui veulent revenir, voilà, il y a des micros. Hein. Bonjour. Alors, bonjour. Présentez-vous, comme ça permettra au moins de... bonjour à tous. Je ne vais pas me mettre à côté du haut-parleur, parce que sinon ça va pas l'air. Voilà, bonjour à tous. Alors, je m'appelle David Poudret, je suis adhérent UPR depuis début 2012. Et je milite pour François Asselineau depuis avant, parce que j'ai mis un certain temps avant de signer, je ne m'engage pas à la légère quelque part. J'étais présent à la première présentation du programme présidentiel en 2011, en décembre 2011. Je suis cheminot, je suis très investi dans ma société, dans mon entreprise, je me suis intéressé de très près, au point que M. Asselineau, lorsqu'il y a eu un accident à Montigny, m'a demandé par téléphone de faire un article sur la SNCF. Pour expliquer qu'est-ce qui se passait. Alors bien sûr, ce n'était pas un article pour dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, parce qu'on avait une enquête et puis c'est pas à moi de le dire et puis j'en savais rien. Mais il fallait quand même qu'on dise que ce qui se passe actuellement, on avait le meilleur chemin de fer au monde, on l'a détruit. On l'a détruit, on arrive maintenant, c'est une catastrophe, on a des lignes qui tournent même plus, il n'y a plus de train, on a mis des jolis bus avec des chauffeurs qui n'ont même pas le permis. Non, c'est une anecdote. Ils ont arrêté un chauffeur de 8 bus dans la région de Lille, la police, et puis ont contrôlé. Le chauffeur n'avait pas le permis. C'est super. Donc voilà. Et enfin, il avait le permis, hein. Il avait perdu tous ses points. On va quand même relativiser les choses. Et donc, j'ai entendu énormément d'arguments. J'ai commencé à défendre l'UPR à une époque où on me disait j'étais fou, y compris ma femme. Mais depuis, ma femme milite à l'UPR. Elle a commencé à ouvrir les yeux parce que c'est la force de la vérité, c'est qu'elle finit par percer, elle finit quand même. On dit toujours le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrive par l'escalier, mais elle arrive quand même. Et les arguments, j'en ai entendu. Et là, j'en entends actuellement un que j'entends énormément. Je l'entends à la télé, je l'entends à la radio. C'est Asselineau et ses articles. Il nous sort ces articles. Alors, il y en a même un sur France Inter qui nous a dit qu'il allait nous sortir l'article de la Constitution du Zimbabwe, histoire de ridiculiser ce qu'on dit. Et à ces gens-là, je leur réponds, vous venez de pendant 5 ans, est-ce que vous n'avez pas entendu parler de quelque chose qui s'appelle 49.3 ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors déjà, je peux vous assurer que 80% des gens nous disent c'est un article, mais ils ne savent pas de quoi. Ils ne savent pas d'où vient, ce 49.3 c'est un article de quoi ? Donc je leur explique, le 49.3 c'est un article de la Constitution française. Et cet article-là, vous vous rendez compte, il vous a pourri la vie pendant 5 ans.
Il a détruit la démocratie. Ça vous montre l'importance d'un article. Donc quand M. Asselineau vous dit cet article-là, l'article 63, cet article 121, cet article 106, il est en train de vous mettre le doigt sur ces articles qui vont vous pourrir la vie, comme l'a fait le 49.3 depuis 5 ans. Et je peux vous assurer que ces personnes, quand on leur dit ça, eh bien, ils commencent à me dire, alors c'est quoi cet article 63 ? On démonte un argument parce qu'il faut arriver à leur expliquer. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens il faut du temps. Alors, j'étais conducteur, je ne suis plus conducteur de train. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Uber, ce soir, j'ai des problèmes de santé. Je suis maintenant contrôleur. Et en tant que contrôleur, je rencontre la population française. Je peux vous assurer que dans les trains, on a du plus riche au plus pauvre. J'ai même rencontré des députés. Ils doivent regretter de m'avoir rencontré. J'ai rencontré énormément de gens, je discute avec eux, même des gens modestes, même des gens qui ont un français mais médiocre, des gens qui n'ont aucune culture, même française, je suis désolé de le dire. Malheureusement, on en a dans les trains, ceux qu'on appellerait des cas sociaux. Mais ces cas sociaux, quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils sont loin d'être cons. Ils sont loin d'être cons. Ils comprennent rien, ça c'est sûr, parce qu'on ne leur explique pas. Mais quand on discute, quand je prends pas la ronde, je ne contrôle plus beaucoup. Mais ils comprennent. Donc, ce que je peux tous vous dire, c'est vraiment prenez le temps d'expliquer aux gens et ne les prenez jamais de haut. Jamais de haut. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment en face de nous des gens qui, parfois, sont très cultivés, parfois n'ont pas de culture. Mais des gens bêtes, il y en a très peu. Il y en a aussi. Mais bon, cela, renoncer tout de suite, ça sert à rien. Il y en a vraiment très peu. Je suis trop chaud. Donc voilà, vous pouvez parler, vous pouvez discuter. Et il y a une vidéo, on dit souvent les conférences de François Asselineau sont très très longues. Il y a une vidéo qui est sortie hier. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont mis. Je l'ai mis sur mon Facebook, elle a été faite par un adhérent. Et elle aborde le sujet en 30 minutes. Elle va parler de François Asselineau, de ce qu'on a perdu en France. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Alors je ne sais pas si on pourrait la trouver si vous avez Internet. Et on va pas la mettre parce qu'elle fait 30 minutes. Je veux juste que vous la trouviez. Bah oui, 30 minutes, ça fait quand même un peu long ici. Voilà. C'est sur, vous la trouverez sur YouTube, vous la trouverez sur mon Facebook. Cette vidéo, elle est fantastique parce qu'elle part de ce qu'on a perdu. Le jour où la France est morte. Le jour où la France est morte. Donc c'est vraiment une vidéo. Pour ceux qui vous disent que les conférences sont trop longues, ce genre de vidéo-là, vous leur donnez à lire. Moi, je l'ai donné à des collègues de travail. Je l'ai donné à des collègues de travail, des gens qui sont pas du tout pour Asselineau. Certains étaient. J'ai beaucoup de mélanchonistes à la SNCF parce que malheureusement la CGT est assez présente et la CGT qui dit qu'ils ne sont pas politisés appelle ouvertement à voter Mélenchon, que les gens ne sont pas du tout ouverts à la discussion. Je suis à la CGT. Je vous le dis tout de suite, depuis 1986, mais je m'engueule avec eux en permanence, parce que c'est comme avec les maires, comme le disait Madame l'adjointe de Lisieux, à un niveau en bas, on a vraiment des gens qui essayent de travailler, qui travaillent avec le peuple, qui veulent défendre. C'est pareil à la CGT. Mais alors dès qu'on monte, on a des carriéristes du syndicalisme, et des gens qui ne défendent plus du tout, mais alors plus du tout les travailleurs. Et à la CGT, on arrive dans un truc comme ça. Donc, j'ai passé à ces gens-là cette vidéo, et j'en ai retourné plus d'un. J'en ai retourné plus d'un parce que ces gens-là, ils se rendent compte, parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des vidéos fantastiques. Alors moi, je ne fais pas de vidéo, j'y connais rien, ces machins-là. Quand j'essaye de faire des vidéos, j'ai même essayé d'envoyer une présentation à M. Asselineau quand il en a fait la demande pour les 25 ans. Quand j'ai vu le résultat, j'ai jeté à la poubelle. Je n'ai pas envoyé de présentation. Donc voilà, ce genre de vidéo. Je voulais vous parler aussi, quand monsieur le maire a parlé tout à l'heure de discussion sur Facebook, d'en faire parler. Vous savez que Facebook a instauré récemment un système de filtrage. Ce filtrage est assez pénible, parce qu'en fait, il fait tourner nos vidéos et nos publications en vase clos. C'est-à-dire que... alors les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas trop comment marche Facebook. Moi non plus, je ne connaissais pas trop, mais quand je ne connais pas quelque chose, je vais demander à quelqu'un qui connaît. Et j'ai donc demandé à des ingénieurs réseau, à des gens qui connaissent très bien, qu'est-ce que c'est que ce nouveau procédé. Et en fait, Facebook, il regarde à quoi vous vous intéressez, et il va sélectionner les publications en fonction de ce qui vous intéresse. De manière, alors c'est pas volontaire pour
cacher l'UPR ou pour cacher quelque chose. C'est pour que vous passiez plus de temps sur Facebook afin de regarder les annonceurs à côté. C'est le but, c'est de regarder les pubs. Et donc pour ça, eh ben, ils vont voir que vous intéressez à l'UPR, et ils vont vous remettre ces trucs-là, et vous allez avoir l'impression que ça se diffuse beaucoup. Mais dans vos amis, ceux qui ne s'intéressent pas à l'UPR, ceux qui s'intéressent au cinéma, ils ne verront même pas vos publications. Parce que comme ils ne s'y intéressent pas, quand ils se connectent sur Facebook, les publications qu'ils ont, c'est celles qui viennent de leurs amis et qui vont parler du cinéma, des choses comme ça. Alors quand on l'a compris, on peut le détourner, cette chose-là. Il vous suffit tout simplement de faire un post, par exemple, sur le cinéma ou sur la poésie. Et puis de mettre un petit truc sur l'UPR dedans. Et puis la personne va voir ce post. Parce que vous avez trompé la vigilance de Facebook. Voilà. Je vais laisser d'autres personnes expliquer.